Le 31 octobre 1973, une petite fille de 9 ans du nom de Lisa doit se rendre à une fête d'Halloween et sur la route, elle s'arrête à plusieurs portes pour demander des bonbons. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu'elle fêtera Halloween. Voici l'affaire de l'Halloween Killer. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux affaires criminelles. Et avant de commencer cette vidéo, faut que je vous montre un truc. J'ai reçu mon trophée des 100 000 abonnés, je suis trop contente. Je l'ai reçu un peu tardivement, mais en fait je crois que c'est de ma faute parce que en fait je pensais que c'était automatique, mais en fait non, fallait faire la demande une fois que t'avais reçu le petit mail et tout, j'avais pas compris. Donc ça arrive un peu tardivement, mais je suis trop contente. Bon, maintenant on vise celui qui est doré quoi. Bref, en ce mois d'Halloween, je traite d'affaires criminelles sur le thème du coup d'Halloween, comme la première qui parlait de l'homme qui se faisait appeler le clown tueur. Ou bien je parle d'affaires criminelles qui ont été commises le soir d'Halloween, comme du coup ma dernière vidéo avec l'homme qui se faisait appeler Candyman. En fait, ils ont tous un surnom et même celui d'aujourd'hui, il s'appelle Halloween Killer. Donc, montez le volume et, j'allais pas dire rendez-vous au premier virage, mais mettez-vous dans le noir, l'histoire commence. Halloween 1973, un an avant l'affaire du coup du Candyman, les enfants des quartiers partent à la recherche de bonbons ou d'autres vont à des fêtes dédiées à Halloween, comme c'est le cas pour la petite Lisa Anne French, 9 ans. Lisa est née le 2 juin 1964 à Oshkosh, je crois que ça se prononce comme ça, dans le Wisconsin. C'était une élève de 4e année à l'école primaire de Seguin. Donc je crois que ça correspond du coup au CM1 chez nous normalement. Ses parents, Marianne Guérin et Alan French, se sont séparés peu de temps après sa naissance. Et Lisa vivait avec sa mère et son beau-père, Bruce DePaul. Le couple ont eu ensemble 2 enfants, Suzanne et un garçon dont on ne connaît pas le nom. Ils habitaient dans la ville de Fond-du-Lac. Nous sommes le 31 octobre 1973, il est aux environs de 17h45. Lisa embrasse sa mère et sort de chez elle. Elle voulait dans un premier temps être habillée en papillon, mais vu qu'il faisait particulièrement froid ce soir-là, sa mère a préféré qu'elle s'habille du coup différemment et donc elle s'habillera en hobo. Donc des personnes hobo, ce sont des personnes sans domicile fixe qui travaillent. Donc elle était habillée d'une parka verte, d'un jean avec du ruban adhésif bleu et d'un chapeau de feutre noir. Et elle s'était du coup maquillée en faisant des petites taches de rousseur, en faisant des petits pointillés un petit peu partout sur ses joues. Elle devait se rendre à une fête d'Halloween à Pumpkin Place sur East Bank Street et elle devait y aller avec une amie du nom de Anne Parker. Mais celle-ci, après avoir fait une petite bêtise, sera privée de sortie et donc du coup elle restera chez elle. Lisa fera alors seule la route jusqu'à cette fête. D'ailleurs, plus tard, Anne Parker a déclaré que même après ses 50 années, elle culpabilise encore d'avoir laissé sa meilleure amie se rendre seule à la fête et se demande assez régulièrement qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas été punie ce jour-là et si du coup, par conséquent, elle avait accompagné Lisa à la fête comme c'était prévu. Sur le chemin, la petite fait du porte-à-porte pour récupérer quelques bonbons, comme l'a rapporté son camarade de classe et un de ses professeurs, donc Karen Bunkench, qui lui avait ouvert la porte pour lui donner des bonbons. Il commence à se faire tard maintenant, Lisa avait un couvre-feu de 19h à ne pas dépasser et Marianne, donc sa mère, commence à s'inquiéter de ne pas voir sa fille revenir de sa fête car il est maintenant 19h30, d'autant plus que d'habitude elle rentre toujours à l'heure. Donc elle appelle la police. La petite Lisa sera recherchée toute la nuit par la police et les jours suivants, ils seront rejoints par 5000 bénévoles pour aider aux recherches. 6000 photos de Lisa ont été imprimées par le laboratoire de photos Mercury Marine et ont été distribuées. Il y a aussi des hélicoptères et des avions privés qui ont également été déployés. Il y a eu également des personnes qui traversaient les champs à dos de cheval, des personnes aussi fouillant les marais à bord de leur Land Rover. Il y avait également des stations-service qui offraient 50 gallons d'essence gratuitement à quiconque utilisait un véhicule pour chercher la petite fille. Enfin, vraiment, c'était un déploiement massif pour retrouver la petite Lisa. Cela fait maintenant 4 jours que tout le monde cherche sans relâche la petite Lisa, même si les policiers le savent très bien que les premières 48 heures sont les plus cruciales. Malheureusement, c'est le 3 novembre 1973, aux alentours de 11h30 du matin, lorsqu'un agriculteur du nom de Gerald Brown rentrait chez lui en tracteur à Taishida
et doit passer par la route de McCabe. Mais il aperçoit du coup derrière une clôture en fil de barbelé d'un champ de ferme, près d'une forêt, 2 sacs en plastique. Donc il s'approche, ouvre un premier sac et y voit des vêtements. Il ouvre alors l'autre sac et y découvre le corps de la petite Lisa nue. Il appellera immédiatement la police. Le corps de la petite sera autopsié et il sera découvert qu'elle a été abusée sexuellement et qu'elle serait décédée donc soit d'une crise cardiaque suite au choc de l'agression comme l'a rapporté un pathologiste ou soit des suites d'une asphyxie comme l'a rapporté le médecin légiste. Ces funérailles ont eu lieu le 6 novembre suivant. Dans son cercueil blanc, elle était habillée avec une petite robe violette et blanche qui est la même robe qu'elle portait lors de sa photo de classe. C'est d'ailleurs sa mère qui lui avait coiffé ses cheveux pour ses funérailles. Les policiers enquêtent dans le quartier de la petite fille et font du porte-à-porte à la recherche d'informations même minimes, mais ça n'a absolument rien donné. Ils ont donc proposé 10 000 $ de récompense à quiconque donnerait une information qui pourrait aider à faire avancer l'enquête, mais ça n'a rien donné non plus. En mars 1974, ils essaient de retracer le parcours qu'a pu parcourir Lisa le soir d'Halloween, mais rapidement ils vont trouver un suspect. Ce suspect s'appelle Gerald Miles Turner Jr., un homme de 25 ans qui habite à quelques pâtés de maison de Lisa. Il habite en compagnie de sa petite amie Erlene Penn et de leur nouveau-né. Lisa connaît très bien ce couple ainsi que le bébé car c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que Lisa jouait avec le bébé et le promenait même dans le quartier dans sa poussette. 2 ans auparavant, il avait été accusé du viol fait sur une babysitter de 15 ans, même s'il n'a jamais été condamné pour ça. La police l'interrogera au poste de police pour lui demander où il était la nuit du meurtre. Et il a déclaré qu'il était chez lui et qu'il était resté toute la nuit chez lui car il était malade. Il a expliqué aussi qu'il a fourni des bonbons à beaucoup d'enfants ce soir-là, mais ne se souvient pas spécialement si Lisa était passée ou non. Il passera un examen polygraphique, donc c'est le fameux détecteur de mensonges, mais celui-ci n'a pas été très concluant et lorsque la police a souhaité lui faire repasser le test, il a dans un premier temps accepté, puis s'est rétracté et a préféré dire tout ce qu'il s'était passé ce soir-là. Il finira enfin par avouer la vérité le 8 août 1974. Turner expliquera donc ce qu'il s'est passé le soir d'Halloween. Il dira que lorsqu'il a vu la petite Lisa frapper à sa porte pour demander des bonbons en disant « trick or treat », donc des bonbons ou un sort en français, qu'à ce moment-là, il a dit qu'il était très motivé sexuellement. Il l'a fait entrer chez lui pendant que sa petite amie Arlene Penn assistait à la fête d'Halloween où justement Lisa devait se rendre. Et ensemble, ils ont discuté de bonbons. Puis Turner a commencé à attirer la petite dans sa chambre. Une fois rendu dans celle-ci, il a déshabillé Lisa et l'a abusée sexuellement dans le côté anal. Une fois que l'abus s'est terminé, Turner a dit qu'il avait vu que la petite fille ne respirait plus. Il a tenté de la réanimer, mais au même moment, sa petite amie rentre dans la maison. Il est à ce moment-là 19h15 environ, donc je vous rappelle qu'à la base, Lisa était censée rentrer chez elle à 19h parce qu'elle avait un couvre-feu. Il a donc caché le corps de Lisa dans la salle de bain de la chambre, puis est allé voir sa petite amie en peignoir en lui affirmant à plusieurs reprises qu'il était malade et il allait à plusieurs reprises aussi dans la chambre pour s'allonger. Sa petite amie a ensuite quitté la maison vers 20h pour aller voir sa mère. À la base, Turner devait l'accompagner, mais vu qu'il était malade, il préférait rester à la maison. Après son départ, Turner n'a pas perdu de temps et a mis le corps nu de Lisa dans un sac plastique et ses vêtements dans un autre. Il a ensuite pris sa voiture et s'est rendu jusqu'à Teshida dans le Wisconsin où il a jeté les sacs dans un champ de ferme au large de la route de McCabe, comme je vous l'avais dit précédemment. Turner était très méticuleux puisque à ce moment-là, pour éviter toutes sortes d'empreintes digitales de preuves, on va dire, il avait mis sur ses mains des chaussettes pour manipuler le corps de Lisa. Malgré le fait qu'il ait fait très attention à ne pas laisser d'aucune preuve physique, on va dire, la police va quand même effectuer des prélèvements et ils trouveront des cheveux de Turner sur les vêtements de Lisa. Turner sera arrêté le 9 août 1974. Le procès de Gerald Turner débute le 27 janvier 1975 et il plaidera non coupable. En fait, il a prétexté que la police l'avait contraint à avouer le meurtre de Lisa et que c'est pour ça qu'il avait signé la déclaration.
La petite amie de Turner, Arlene Penn, a témoigné lors de son procès et a expliqué que pendant qu'il vivait à côté de la famille de Lisa, parce que pendant un temps ils avaient vécu juste à côté de leur maison, cette dernière lui rendait visite pour discuter avec lui ou bien pour montrer à Turner du coup les nouvelles choses qu'elle avait reçues. Elle avait également expliqué que le soir d'Halloween, donc le soir où Lisa a perdu la vie, elle et son bébé étaient rentrés au domicile vers 19h15 après avoir été à la fête d'Halloween. Elle avait retrouvé son copain en peignoir sur le canapé en disant qu'il était malade et faisait plusieurs allers-retours dans la chambre pour s'allonger. Donc pour rappel, au niveau de la chambre, c'est là où le corps de Lisa a été caché dans la salle de bain de la chambre. Malgré le fait qu'il a nié les faits, Turner sera reconnu coupable du meurtre de Lisa au 2e degré. Donc 2e degré, c'est lorsqu'il y a eu un meurtre sans avoir eu l'intention de la donner, donc faisant référence au fait que Lisa soit décédée suite à son choc émotionnel, choc traumatique. Il a aussi été reconnu coupable de séduction d'un enfant à des fins immorales et d'actes de perversion sexuelle. Après une délibération de 8 heures, il sera condamné à 38 ans et 6 mois de prison à l'âge de 26 ans. Il commencera à purger sa peine le 4 février 1975 et se fera surnommer du coup l'Halloween Killer, donc le tueur d'Halloween. Mais seulement 17 ans et 8 mois après avoir été emprisonné, il sera libéré en liberté conditionnelle pour bonne conduite le 13 octobre 1992 et il part ensuite vivre à la Bridge Halfway House à Milwaukee, mais sa libération n'a pas duré très longtemps puisqu'en novembre 93, Turner a reçu l'ordre de retourner en prison car il y avait eu une poursuite civile qui a été intentée par des citoyens en colère et la cour d'appel du coup a estimé que l'État avait commis une grosse erreur dans la façon dont il a été calculé sa date de libération. Le 26 mai, les législateurs ont créé une loi sur les prédateurs sexuels du Wisconsin qu'ils ont appelée la loi Turner justement, et elle permet en fait aux criminels qui ont été remis en liberté conditionnelle ou au moins libérés de leur peine de prison d'être détenus dans des établissements psychiatriques s'il est probable qu'ils puissent récidiver leurs crimes. Mais c'est toujours pas fini. Le 29 janvier 1998, Turner sera de nouveau jugé pour déterminer s'il méritait d'être détenu en tant que prédateur sexuel, mais un jury a statué sur le fait qu'il n'en était pas un, et donc il ne pouvait pas être dans un établissement psychiatrique en vertu de la fameuse loi Turner. En 2003, un juge a ordonné à Turner de purger 15 ans supplémentaires en prison, car lors de sa libération conditionnelle, les autorités ont trouvé des images pornographiques sur un lecteur d'ordinateur, et vu qu'il a été condamné pour le côté sexuel, c'était pas très autorisé. Plusieurs proches de Lisa se sont exprimés après cette affaire, donc il y a déjà eu son père, donc Alan French, dans une interview de 93 qui soutenait la peine de mort pour Turner. Il a déclaré également, je cite, « J'espère que Dieu l'a emmenée avant que la violence ne lui arrive pour qu'elle ne le sache pas, qu'elle n'ait pas eu le temps d'avoir peur, peut-être que le choc l'a prise, peut-être qu'elle s'est évanouie et en est morte, je l'espère. » La meilleure amie aussi de Lisa, donc Anne Parker, a eu des mots tendres pour Turner, je cite, « Ce fils de pute devrait brûler en enfer, un jour ne passe pas où je ne pense pas à mon amie perdue, elle me manque, même après tout ce temps. » La petite sœur aussi de Lisa a témoigné, donc sa demi-sœur Suzanne DePau. Elle a déclaré que Turner lui avait volé sa propre enfance, qu'elle a été forcée de vivre dans l'ombre de sa sœur aînée, donc de Lisa, car sa mère avait eu du mal à tisser des liens avec ses enfants restants. Elle dira « Je pense que j'avais 35 ans avant de comprendre enfin ce que ma mère a vécu et d'être en mesure de lui pardonner. Halloween était horrible et il y avait toujours tant de culpabilité, de douleur et de colère à propos de ce qui s'était passé. » Turner devait enfin être libéré officiellement le 1er février 2018, mais la mère de Lisa a créé une pétition en ligne pour éviter cette libération et en 2021, elle a reçu plus de 34 000 signatures et le 23 février 2022, le juge a finalement refusé sa libération et l'a condamné à rester dans un établissement de santé mentale de haute sécurité. Du côté de ses avocats, ils tentent tout pour le libérer, même si ça ne fonctionne pas depuis tant d'années. C'est tout pour l'affaire du jour. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'était compliqué en fait de réunir des informations sur cette affaire. Par exemple, je n'avais pas l'enfance du tueur, etc. Je n'avais absolument rien, donc c'était un petit peu compliqué de traiter de cette affaire, mais bon, ça s'est passé le soir d'Halloween, on est dans le thème. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour la prochaine affaire criminelle. Ciao!